bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative de notre cours de probabilité. Comme vous le savez, nous avons déjà emboîté le pas avec la correction des exercices de votre fiche de travaux dirigés. Et il est question dans cette nouvelle vidéo de poursuivre à travers la correction des exercices phares de votre TD, c'est-à-dire les exercices type examen. Alors, nous aimerons vous rappeler le principe. Chaque fois que vous allez vous mettre devant la vidéo pour la correction des exercices, prévoyez toujours un cahier ou un format avec la calculatrice pour pouvoir travailler au fur et à mesure que nous et vérifier les calculs. Alors, il est question ici pour nous de démarrer à travers l'exercice 16 de votre fiche de TD. L'exercice 16 qui dit, soit grand A, un ensemble défini comme ici au tableau. L'ensemble grand A contient les lettres allant de A à G. Et on dit, est-il possible de définir un espace probabilisé, grand A, PA, tel que on ait les informations suivantes. Et qu'on puisse avoir les informations suivantes. Donc, on demande, est-il possible de définir un espace probabilisé tel qu'on puisse avoir la probabilité de B et D égale à 1 quart, la probabilité de F égale à 1 quart et la probabilité de G égale à 0. Alors, ici, il faut remarquer que l'ensemble grand A prend en compte les lettres alphabétiques allant de A à G. Et maintenant, on nous a donné la probabilité de B et D égale à 1 quart, la probabilité de F égale à 1 quart, la probabilité de G égale à 0. Si on remonte au niveau de l'ensemble grand A pour voir les lettres dont les probabilités sont connues, on va se rendre compte qu'on a la probabilité de B et D, une part, on a la probabilité de F. On a également la probabilité de G. Ce qui veut dire qu'il reste les lettres A, C et E, dont on n'a pas les probabilités. Et dans ici, question alors de remarquer que la probabilité de l'ensemble A n'est rien d'autre que la probabilité de l'ensemble de ces événements élémentaires, du moins la somme des probabilités de l'ensemble de ces événements élémentaires. Et comme grand A, c'est l'univers des possibles, ce qui sera tout simplement égal à 1. Il est donc question de tirer la probabilité de A, C et E et voir si cette probabilité existe et ça vérifie les contraintes de la théorie des probabilités. Alors, c'est pour ça que nous allons dire soit donc PA une probabilité de l'ensemble. Alors, il est question de définir les probabilités des événements élémentaires, c'est-à-dire les probabilités de chaque événement dans l'ensemble A. C'est pour ça qu'on va dire que la probabilité de A, c'est égal à la probabilité de tous ces éléments qui est égale à 1, parce que A, c'est l'ensemble des possibilités, c'est l'univers de départ. Donc, ça veut dire que la probabilité de l'ensemble de départ, c'est simplement égal à 1. Maintenant, on va donc détacher la probabilité de l'ensemble A, B, C, D, E, F, G en disant que c'est la probabilité de A, C, E d'abord. On va d'abord répertorier les lettres dont les probabilités n'apparaissaient pas, c'est-à-dire A, C et E. C'est la probabilité de A, C, E plus la probabilité de B, D qu'on avait déjà donné, plus la probabilité de F, plus la probabilité de G, qui doit être égale à 1. Le but, c'est simplement de tirer cette probabilité puisque c'est celle-là que nous ignorons. Donc, la probabilité de A, C et E, on va simplement renvoyer toutes les autres probabilités de l'autre côté de l'égalité en changeant de signe. Donc, ça va faire 1 moins probabilité de BD, moins probabilité de F, moins la probabilité de G. Et nous connaissons déjà la probabilité de BD, de F et de G que voici. Ce qui nous permet donc de tirer la probabilité de ACE, qui est égale à 1 moins 1 quart, moins 1 quart, moins 0, puisque la probabilité de G c'est 0. Et tout calcul bien fait, on obtient la probabilité de ACE égale à 1,5. Cette probabilité existe et elle est logique. Donc, on pourra donc conclure que la probabilité P qu'on recherche est bel et bien définie. C'est-à-dire que notre probabilité P est définie sans ambiguïté. Il est donc possible de définir une probabilité P sur l'ensemble grand A tel qu'on ait les hypothèses suivantes. Donc, on va conclure tout simplement en disant que la probabilité P est définie sans ambiguïté. Et maintenant, nous passons alors à l'exercice numéro 17. L'exercice numéro 17 nous dit une machine est composée de 3 blocs qui fonctionnent indépendamment. Et on dit la probabilité que chaque bloc tombe en panne est égale à 0,1. Établis la loi de répartition du nombre de blocs tombés en panne au cours d'une expérience donnée. Et on précise que la loi de répartition, ou du moins la loi suivie par la variable aléatoire, est une loi binomiale. On suppose que la loi est binomiale. Alors, on nous dit qu'une machine est composée de 3 blocs qui fonctionnent indépendamment. La probabilité que chaque bloc tombe en panne est égale à 0,1. Et on dit établir la loi de répartition du nombre de blocs tombant en panne au cours d'une expérience donnée. Et on suppose que la variable aléatoire x suit
une loi binomiale. Alors, lorsqu'on demande d'établir la loi de répartition d'une variable, il est tout simplement ici question de faire un petit tableau où vous allez préciser l'ensemble des valeurs que peut prendre x et attribuer les probabilités correspondantes. C'est-à-dire que si x peut prendre une valeur z, par exemple, quelle est la probabilité pour que x prenne la valeur z? Si x peut prendre une valeur q, quelle est la probabilité pour que x prenne la valeur q? Donc, c'est un peu ça là, la loi de répartition qu'il faut établir. Il faut trouver l'ensemble des valeurs que peut prendre x et ensuite, il faut donc les attribuer les probabilités correspondantes. Alors, pour faire simple, nous allons d'abord commencer par définir la variable aléatoire x. Nous allons donc dire soit une variable aléatoire x définie comme le nombre de blocs tombés en panne. Donc, notre x sera le nombre de blocs tombés en panne. Et on rappelle que la loi suivie par la variable x est une loi binomiale. Dans l'exercice, on nous a dit que la probabilité pour qu'un bloc tombe en panne est égale à 0,1. C'est ça que j'appelle P. P, généralement, dans la loi binomiale, c'est ce qu'on appelle la probabilité de succès. Donc, P égale à 0,1. Maintenant, il faut donc trouver la probabilité d'échec. La probabilité d'échec, c'est donc Q, qu'on appelle la probabilité d'échec, qui n'est rien d'autre que 1 moins la probabilité de succès. Donc, 1 moins 0,1 peut donc donner 0,9. Nous avons une probabilité de succès de 0,1 et une probabilité d'échec de 0,9. Maintenant, il faut déterminer la loi de répartition du nombre de blocs tombés en panne. Je rappelle donc que x suit une loi binomiale de paramètre NP. N, c'est 3 puisqu'il y a 3 blocs. Et P, c'est la probabilité pour qu'un bloc tombe en panne 0,1. J'ai donc rappelé ici la formule pour calculer la loi de probabilité lorsque x suit une loi binomiale. Et donc, la loi de probabilité d'une loi binomiale est simplement donnée par la probabilité de x égale à k, qui égale la combinaison de k dans n fois la probabilité de succès puissance k fois la probabilité d'échec puissance n moins k. Maintenant, lorsqu'on revient à l'énoncé, on nous a bien dit que une machine est composée de 3 blocs. Il y a 3 blocs qui fonctionnent indépendamment et la probabilité pour que chaque bloc tombe en panne est égale à 0,1. On demande d'établir la loi de répartition du nombre de blocs tombés en panne au cours d'une expérience donnée. Alors, la loi de répartition du nombre de blocs tombés en panne au cours d'une expérience donnée. Au cours d'une expérience, il est possible qu'aucun bloc ne tombe en panne. C'est pour ça qu'on va commencer par 0. On va commencer par 0 parce qu'au cours d'une expérience, il est possible qu'aucun bloc ne tombe en panne. Au cours d'une expérience, un bloc peut tomber en panne. C'est pour ça qu'on aura 1. 2 blocs peuvent tomber en panne ou alors la totalité des 3 blocs peuvent tomber en panne. Donc, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre x au cours d'une expérience. Maintenant, il est donc question ici de trouver quelle est la probabilité pour que chaque valeur ici puisse apparaître. Quelle est la probabilité pour que 0 bloc tombe en panne, 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs. Il faut donc trouver la probabilité d'apparition de chaque nombre. Maintenant, on va utiliser la loi de probabilité binomiale, comme on nous a dit. Alors, on va simplement dire quoi? Si on veut trouver la valeur ci, on va simplement calculer la probabilité pour que x égale à 0. Sachant bien que x est le nombre de blocs tombés en panne. Donc, si on dit x égale à 0, ça voudrait tout simplement dire qu'aucun bloc ne tombe en panne. Donc, on applique simplement la loi binomiale avec combinaison de 0 dans 3, p puissance 0, q puissance 3 moins 0. La combinaison de 0 dans 3, c'est 1. P, c'est la probabilité de succès, 0,1 puissance 0. Q, c'est la probabilité d'échec, que voilà, 0,9 puissance 3. Vous faites le calcul très bien, ça vous donne 0,729. Maintenant, la probabilité pour qu'un seul bloc tombe en panne, on vient simplement remplacer là, x, probabilité pour que x égale à 1, avec combien de 1 dans 3. Donc, ça veut dire que c'est la formule qu'on applique tout simplement. On remplace ce k par 1 et n par 3. n3, p 0,1, q 0,9 et k prend la valeur 1. Donc, ça fait combien de 1 dans 3, p puissance 1, q puissance 3 moins 1, ça donne ceci. Tout calcul, ça nous donne 0,243. Même chose pour la probabilité pour x égale à 2. On remplace seulement k par 2. Ça fait combien de 2 dans 3, p puissance 2, q puissance 3 moins 2. Ça donne ceci en application 0,027. Et même raisonnement pour p de x égale à 3. Maintenant, lorsqu'on trouve la loi de répartition, c'est-à-dire qu'on trouve le tableau qui permet de trouver les différentes valeurs prises par x ainsi que les probabilités correspondantes, il faut toujours se rassurer si le calcul est bien fait. Et je vous avais dit que pour se rappeler, ou bien pour vérifier que le calcul est bien fait, on essaye seulement de tester si la somme des probabilités est égale à 1. Donc, il est simplement question pour l'étudiant d'additionner 0,729 plus 0,243 plus 0,027 plus 0,001 et se rassurer que c'est égal à 1. Si tel est le cas, alors le calcul est bien fait et c'est ainsi que nous marquons la fin de cet exercice.
nous poursuivons ici à travers l'exercice 18 de votre fiche TD qui stipule qu'un examinateur pose des questions supplémentaires à un candidat. La probabilité que ce candidat réponde correctement à une question est égale à 0,9. Cet examinateur cesse de poser des questions dès que le candidat ne répond pas correctement à la question immédiatement précédente. On demande, petit 1, d'établir la loi de répartition de la variable aléatoire x. On précise que x représente le nombre de questions supplémentaires posées au candidat. Voilà, on a l'exercice. Donc, nous sommes ici en faisant un exercice où on nous dit qu'un examinateur pose des questions supplémentaires à un candidat et la probabilité pour que le candidat réponde bien égale à 0,9. C'est ce qu'on appelle la probabilité de succès. La probabilité pour que le candidat réponde correctement à une question est de 0,9. Ça veut dire logiquement que la probabilité pour qu'il réponde mal ou alors qu'il donne la mauvaise réponse serait tout simplement égale à 0,1. Alors, on nous dit x est le nombre de questions supplémentaires posées au candidat. On demande d'établir la loi de répartition de ce nombre de questions supplémentaires posées au candidat. Alors, lorsqu'on demande d'établir la loi de répartition, il fait tout simplement un tableau comme ceci où on a x avec l'ensemble des valeurs que peut prendre x et les probabilités d'apparition de chaque valeur. Alors, ici, il faut savoir que l'examinateur peut poser une infinité de questions au candidat. Tant que le candidat donnera la bonne réponse, alors on va dire que l'expérience va se répéter à l'infini. L'expérience ne s'arrête que lorsque le candidat donne la mauvaise réponse. C'est là où l'examinateur arrête de poser des questions. Mais c'est pour dire que si le candidat donne infiniment de bonnes réponses, ça veut dire que l'expérience ne va jamais s'arrêter, puisque ça s'arrête seulement quand le candidat donne la mauvaise réponse. Alors, si on prend x, le valeur de x, j'ai pris là 1, je me suis arrêté à 4, c'est aléatoire, on peut aller jusqu'à 5, on peut s'arrêter à 3, on peut s'arrêter à 2, c'est aléatoire. Maintenant, il fait des pointillés pour un nombre m quelconque et aussi des pointillés pour dire qu'en fait, on ne peut pas savoir exactement toutes les valeurs que peut prendre x. X peut prendre une infinité de valeurs, tant que le candidat va toujours donner la bonne réponse, l'examinateur va toujours poser des questions. C'est pour ça que je mets dans les pointillés pour dire que ça pourra en fait pas parler de valeur. Maintenant, lorsqu'on dit que x prend 1, la valeur 1 ici voudrait simplement dire que en fait, l'examinateur n'a posé qu'une seule question, il s'est arrêté. S'il pose une question et s'arrête, ça voudrait tout simplement dire que le candidat donne la mauvaise réponse. Alors le jeu s'arrête. Si on passe à 2, ça veut dire qu'il a beau poser la première question, le candidat a donné la bonne réponse à la première question, donc il passe à la deuxième question. Après la deuxième question, le candidat donne la mauvaise réponse. Ça veut dire qu'on s'arrête. Ça veut dire qu'on s'arrête. Maintenant, si on dit que x égale à 3, ça voudrait dire que le candidat a donné la bonne réponse à la première question. Il a également donné la bonne réponse à la deuxième question. Mais au niveau de la troisième question, il a donné la mauvaise réponse. Donc en fait, les valeurs de x qui sont ici, c'est pour dire que si x s'arrête à 4, si on dit que x vaut 4, c'est pour dire que le candidat a donné la bonne réponse aux 3 questions précédentes. Maintenant, la quatrième, il a donné la mauvaise réponse. Donc c'est vraiment s'arrête. Donc c'est ça qui dit que le jeu peut se répéter jusqu'à l'infini tant que le candidat donnera la bonne réponse. Alors, maintenant, il faut donc attribuer les probabilités correspondant à chaque valeur. Donc, si on s'arrête à 1, si l'examinateur ne pose qu'une seule question, ça veut dire qu'il a posé une question et le candidat donne la mauvaise réponse. Donc, si la probabilité pour qu'il réponde bien, c'est 0,9, ça veut dire que la probabilité pour qu'il réponde mal, c'est simplement 1 moins la probabilité pour qu'il réponde bien, 0,1. Ça veut dire que la probabilité sera tout simplement 0,1. On passe maintenant à 2. Si on est à 2 questions posées, ça veut dire que l'examinateur pose la première question. Il a bien répondu. Au niveau de la deuxième question, le candidat a donné la mauvaise réponse. C'est pour ça que je fais donc la probabilité pour que x soit égal à 2 égale à quoi? 0,9 fois 0,1. 0,9 étant en fait la probabilité qu'il réponde bien à une question. C'est-à-dire qu'à la première question, il a bien répondu. Et en probabilité, le x est le fois. À la deuxième question, il a donné la mauvaise réponse. Donc 0,9 fois 0,1, ça donne 0,09. Maintenant, on passe à la troisième, à x égale à 3. Si x égale à 3, c'est pour dire que le candidat a donné les bonnes réponses à la première question, à la deuxième question, à la troisième question, il a raté. Donc le jeu s'arrête là. C'est pourquoi il donne x égale à 3, ça fait 0,9 pour dire qu'il a de la bonne réponse à la première question, fois 0,9, il a encore de la bonne réponse à la deuxième question. Maintenant, fois 0,1 à la troisième question, où il a de la mauvaise réponse. Donc il fait 0,9 fois 0,9, ça fait 0,9 au carré fois 0,1. C'est ça qui est là. Si x est égal à 4, ça veut dire que le candidat a donné la bonne réponse à la première question, ça fait 0,9
et il donne encore la bonne réponse à la deuxième question, ça fait 0,9. Et il donne encore la bonne réponse à la troisième question, ça fait encore 0,9. Moi, au niveau de la quatrième question, donne la mauvaise réponse, 0,1. Vous avez 0,9 puissance 3 par 0,1. Donc, une fois qu'on a posé les 4 questions-ci, on peut voir comment les probabilités évoluent. On voit qu'à la troisième question, c'est 0,9 carré fois 0,1. À la quatrième question, c'est 0,9 au cube fois 0,1. Et si on passe à la cinquième question, elle va être 0,9 puissance 4 fois 0,1. Ce qui nous permet de faire les pointillés. Si on a une question M quelconque, ça simplement 0,9 puissance M-1 fois 0,1, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Tant que le candidat donnera les bonnes réponses, le jeu ne s'arrêtera pas. Donc voilà pour la première question, ce qu'il fallait faire. Deuxième question, on demande à la deuxième question de donner le nombre le plus probable M0 de questions supplémentaires posées au candidat. Donc, au niveau de la deuxième question, on demande de donner le nombre le plus probable. Le nombre le plus probable M0 de questions supplémentaires posées au candidat. Donc, quel est le nombre qui a la probabilité la plus élevée des questions que l'examinateur peut poser au candidat? Tout simplement 1. Le nombre le plus probable des questions supplémentaires qu'on peut poser au candidat, c'est une seule question. Tout simplement parce qu'il suffit de venir regarder toutes les valeurs de x ici. Quelle est la valeur de x qui a la probabilité la plus élevée d'apparition? Il n'y a que la première question qui est à 0,1, parce que tous les autres seront inférieurs à 0,1. Donc, on va juste regarder la valeur de x dont la probabilité d'apparition la plus élevée, c'est 1 qui a la probabilité la plus forte. Donc, c'est pour dire que le nombre probable de questions supplémentaires qu'on peut poser au candidat, c'est juste une seule question. C'est ainsi que nous marquons fin à l'exercice numéro 18.